La franc-maçonnerie, institution qui regorge de mystères et qui attise beaucoup la curiosité tant certains de ses secrets sont bien gardés. Mozart, Voltaire, Stendhal, que faisait-il chez les francs-maçons ? C'est la question que nous nous poserons aujourd'hui. Je suis très heureuse de faire naître Lucia avec ce premier sujet de réflexion à propos de l'influence de la franc-maçonnerie sur le classicisme européen. Alors dit comme ça a l'air barbant, je suis d'accord, mais pour la faire courte, on va enquêter autour de l'influence de la franc-maçonnerie sur l'art et on va se concentrer sur le XVIIe et le XVIIIe, où un mouvement intellectuel et artistique très important s'est développé, celui du classicisme européen. Ce sujet a vraiment un lien avec notre actualité, puisqu'en France, comme nous le savons, nous vivons dans une république démocratique depuis le XVIIIe et celle-ci est née de l'influence de certains penseurs et artistes qui essayaient de refonder un système politique mais aussi sociétal avec de nouveaux idéaux, entre autres ceux du siècle des Lumières et du classicisme européen. Parmi ces penseurs, parmi ces artistes, beaucoup étaient francs-maçons et donc j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui à l'influence de cette organisation sur les arts qui ont été porteurs d'idéaux et qui ont, en quelque sorte, participé à la mise en place de la République, de la démocratie, en bref, de notre modernité, de notre actualité. Est-ce qu'on peut dire que la République démocratique est née en France grâce aux francs-maçons ? Comment est-ce que leurs valeurs se sont retrouvées dans les fondements de la République ? Est-ce grâce à eux que nous avons vu naître les droits de l'homme ? Beaucoup de questions que j'aimerais soulever et j'ai décidé de l'aborder par l'art avec le classicisme européen. Alors pourquoi le faire par l'art ? Parce que c'est comme ça que certaines idées franc-maçonnes se sont répandues et ont fini par conquérir la culture, les valeurs de la République, de la démocratie et de l'humanisme. Alors pourquoi est-ce que la franc-maçonnerie a attiré tant de génies ? Comment et pourquoi est-ce qu'elle a réussi à s'intégrer autant dans les enjeux culturels ? C'est ce dont nous parlerons aujourd'hui. Pour que ça soit plus digeste et pas trop long, je vais décomposer mon travail en 2 épisodes. Donc le premier que vous êtes en train d'écouter est une sorte d'introduction dédiée à la compréhension générale de la franc-maçonnerie, du classicisme européen et surtout du lien que nous pouvons faire entre les deux. Et le second épisode, qui paraîtra un peu plus tard, tentera d'illustrer ce lien avec 3 domaines importants du classicisme au XVIIe, XVIIIe, que sont la littérature, la musique et la peinture. Je vous propose donc aujourd'hui une immersion dans les coulisses de quelques œuvres et vies d'auteurs emblématiques qui ont façonné notre monde littéraire et artistique. Avant de me lancer dans toutes ces recherches, je me suis posé différentes questions et j'aimerais vous les partager parce qu'elles m'ont vraiment servi de guide pour construire ce sujet. Je me suis demandé comment la franc-maçonnerie avait-elle façonné les symbolismes et les thèmes dans l'art au XVIIe et XVIIIe et dans quelle mesure est-ce que ces éléments sont accessibles pour un public non initié, c'est-à-dire non franc-maçon. Je me suis également demandé dans quelle mesure l'influence maçonnique avait-elle contribué à la diffusion des idéaux des Lumières, mais aussi quelle est la portée réelle de cette influence sur cette période. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est surestimée ou sous-estimée ? Et enfin, je me suis demandé comment les artistes ont utilisé les symboles maçonniques pour critiquer ou soutenir les structures sociales et politiques de leur temps. Est-ce que leurs œuvres sont plutôt à considérer comme des actes de résistance ou alors de conformisme ? Il y aurait beaucoup à dire et ces 2 épisodes ne pourront se satisfaire que d'une infime partie de tout ce dont nous pourrions parler. Alors si vous souhaitez d'autres épisodes sur cette thématique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez également me rejoindre sur l'Instagram du podcast lucia.podcast. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'a pas pour vocation d'établir une vérité stricte et fondamentale, mais plutôt de m'en remettre à votre bon sens et de nous permettre de cheminer ensemble sur des pistes de réflexion qui me paraissent intéressantes. Tout ce dont je vais vous parler est certes très documenté, j'ai beaucoup travaillé pour sortir ces épisodes, mais je tiens à préciser que je ne suis pas une historienne de la franc-maçonnerie. Mes sources sont d'ailleurs accessibles dans le lien qui se trouve dans le post Instagram dédié à cet épisode, ou alors en cliquant sur le lien accessible dans ma bio Instagram, et si je peux le faire, en barre d'information du podcast. Dans ce même document, vous retrouverez aussi des recommandations d'ouvrages, d'articles d'auteurs et des sources complémentaires si jamais vous souhaitez approfondir le sujet. Bonne écoute. Je vais vous parler en introduction d'art avec le classicisme européen, alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Cette période est un mouvement artistique et culturel qui a dominé l'Europe et qui nous renvoie donc au XVIIe et au XVIIIe, en France sous le règne de Louis XIV. Cette période se caractérise par le sens des proportions, le goût des compositions équilibrées et stables, la recherche de l'harmonie des formes, mais aussi une volonté de pudeur dans l'expression. Elle a été inspirée par l'âge dit classique qui fait référence à la période gréco-romaine avec la recherche de la perfection, de la mesure et le goût de l'harmonie. J'aborderai donc ici l'art classique entendu comme celui qui se réfère au classicisme et non pas à la période gréco-romaine. Ce mouvement est donc gouverné par l'idée d'un retour aux critères antiques et on retrouve également la primauté du rationalisme.
Il faut que la raison et la clarté soient au centre et dépassent la spontanéité et l'émotion. Les règles deviennent très importantes. L'art ne peut plus se permettre de s'exprimer sans structure, sans rigueur. C'est très formel et ça rend compte de thèmes plutôt universels et moraux, comme la vertu ou le devoir par exemple. Typiquement, on peut penser aux fables de La Fontaine, qui en sont une parfaite illustration, avec l'usage d'un langage assez simple, donc clair, qui répond à des règles strictes et qui est au service de vérité morale. À propos de la franc-maçonnerie maintenant, on compte approximativement 3 siècles depuis son apparition dans le paysage intellectuel européen. Mozart, Montesquieu, Voltaire, Stendhal et beaucoup d'autres ont participé à mettre en avant les valeurs franc-maçonnes, ce qui peut nous questionner sur l'orientation du contenu de leurs œuvres. Alors, qu'est-ce qu'implique cette organisation et quelles sont les problématiques que cela soulève en lien avec les arts et plus généralement la culture ? La franc-maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui est née au XVIIe siècle en Grande-Bretagne, mais ses origines remontent à des temps plus anciens, notamment médiévaux où on retrouvait des corporations de maçons, c'est-à-dire des artisans spécialisés dans la construction de cathédrales, de châteaux, etc., qui formaient des groupes de fraternité pour protéger leurs secrets professionnels, transmettre leurs compétences et garantir des conditions de travail justes. C'est le juste milieu entre une charte déontologique et un syndic, si vous préférez. Et c'est ce qu'on a appelé, a posteriori, la franc-maçonnerie dite opérative. Opératif, ça vient du latin operari et ça veut dire travailler, agir, mettre en œuvre. Les francs-maçons opératifs sont donc ceux qui étaient véritablement des maçons, des constructeurs. À l'époque, ils utilisaient un ensemble de symboles pour communiquer et ces derniers étaient dérivés directement de leur activité de bâtisseur, comme par exemple le compas ou l'équerre. Ces symboles-là ont ensuite servi de support à ce qui deviendra la franc-maçonnerie dite spéculative, donc terme qui renvoie à quelque chose de théorique, d'abstrait ou d'hypothétique. C'est donc l'opposé de la pratique, du travail, de l'opératif dont nous parlions juste avant. On passe donc d'une organisation où les membres exerçaient physiquement le métier de maçon à une organisation où les membres ne l'étaient plus forcément, et ça a déplacé le débat autour d'autres enjeux comme des questions philosophiques, morales ou encore spirituelles. On n'est plus maçon par le geste, donc la franc-maçonnerie opérative, mais davantage par la symbolisation du geste, la franc-maçonnerie spéculative. Aujourd'hui, nous pourrions dire que la franc-maçonnerie est une organisation dans laquelle se réunissent des personnes qui ont des compétences particulières, souvent poussées dans leur domaine d'exercice, et qui prend un peu la forme d'un cercle intellectuel, de partage, de protection et d'intérêt, dont les principales valeurs sont la fraternité, la justice et la moralité. C'est une institution qui est organisée en loges locales, composées de membres initiés, et ces loges sont autonomes, mais restent supervisées par une grande loge qui représente l'autorité régionale ou nationale, que l'on appelle une obédience. Une obédience, c'est une organisation plus vaste, donc, qui regroupe plusieurs loges et qui fournit un cadre administratif, spirituel et institutionnel. C'est aussi le moyen de garantir l'authenticité maçonnique de certaines pratiques, comme les rites par exemple, mais nous en parlerons plus tard. Chaque membre de la franc-maçonnerie a un rôle et répond à une hiérarchie par des titres ou des degrés. On retrouve des degrés dits symboliques ou bleus et des hauts grades. Les degrés symboliques forment le noyau commun de presque tous les systèmes maçonniques, dont le premier degré est celui d'apprenti, qui symbolise l'entrée dans la franc-maçonnerie, où le nouvel initié découvre les valeurs fondamentales de l'institution. Vous vous rappelez, je vous disais que la franc-maçonnerie actuelle, donc la spéculative, a gardé les symboles de l'ancienne, l'opérative, où les initiés étaient de vrais constructeurs. Symboliquement donc, pour ce premier degré, on nous dit que l'apprenti travaille sur la pierre brute. C'est en fait une métaphore de son perfectionnement moral. Le second degré, c'est celui du compagnon et il représente le cheminement vers une plus grande compréhension de soi et du monde. C'est l'occasion d'approfondir ses connaissances et ici le symbole c'est de polir la pierre, ce qui métaphorise l'idée de perfectionnement, de raffinement de son être. Et enfin, le troisième degré, c'est celui de maître qui marque l'accomplissement du premier cycle initiatique. Symboliquement, le futur maître est confronté à la mort et à la résurrection, selon la mort d'Hiram, qui était l'architecte du temple de Salomon. C'est en fait la représentation du sacrifice, de la perte et de la régénération. Un peu à l'image d'un phénix, on doit mourir symboliquement pour mieux renaître spirituellement et moralement si vous préférez.
Ensuite, on retrouve les hauts grades, mais c'est nettement plus compliqué et pas tellement nécessaire dans le cadre de notre réflexion. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils correspondent à une progression au-delà des 3 premiers degrés, donc ceux que nous venons de voir, apprenti, compagnon et maître, et qu'ils dépendent de rites pour aborder des aspects plus ésotériques, philosophiques et symboliques. Les francs-maçons progressent donc à travers ces degrés en fonction de leur implication, de leur apprentissage et de leur mérite. Chaque degré est en quelque sorte un palier initiatique qui permet aux maçons de pénétrer dans la compréhension de certains mystères. Alors, la question tant attendue, est-ce que la franc-maçonnerie est une secte ? Parce qu'en effet, elle est souvent considérée par l'opinion publique comme telle, et c'est entre autres pour cela qu'elle fait tant parler. Mais si on prend les considérations légales et sociétales, elle n'est pas reconnue comme telle, elle est, dans la plupart des pays, une organisation légale et légitime, souvent enregistrée comme une association à but non lucratif d'ailleurs. La Miviludes, donc organisme qui surveille les sectes et dérives sectaires, ne classifie pas la franc-maçonnerie comme une secte puisqu'elle ne présenterait pas les caractéristiques coercitives typiques. Il n'y aurait pas selon eux de contrôle mental, d'isolement social, cela serait très simple de quitter l'organisation et on ne retrouverait pas non plus de leader unique appelé gourou. Elle est plutôt vue comme une organisation fraternelle et philosophique qui met l'accent sur le développement moral et personnel de ses membres tout en respectant les libertés individuelles de chacun. La notion de liberté, elle est fondamentale en franc-maçonnerie parce que franc-maçon, c'est en fait une mauvaise traduction de l'anglais freemason, maçon libre. Cette organisation pose cela dit question et est souvent associée aux théories du complot parce qu'elle regorge de mystères, de secrets bien gardés et d'une pratique de la spiritualité qui lui est propre, en mettant notamment l'accent sur l'ésotérisme, qui est un pan de la pratique spirituelle qui permettrait d'accéder à des niveaux de réalité cachés ou transcendants, et cela va de pair avec l'initiation. Il faut être introduit par la pratique, ça ne peut pas s'apprendre tout seul de manière théorique. Alors, depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler d'ésotérisme et je souhaitais faire un petit point là-dessus parce que c'est nécessaire pour la compréhension du reste, je trouve. L'ésotérisme, c'est le contraire de l'exotérisme, si vous préférez. Il faut entendre par là qu'ésotérique renvoie au grec ancien exotoreos, qui signifie intérieur, et qu'exotérisme renvoie lui à exotérikos, qui signifie à l'extérieur. Donc pour imager cela avec la croyance en Dieu, l'ésotérisme c'est la foi, c'est individuel et ça nous mène à une quête plus profonde, plus cachée de la spiritualité. Ça demande un travail personnel. Par exemple, développer la foi, c'est donc personnel, personne n'a la même que nous, et ça résulte d'une pratique, d'un exercice auquel nous sommes souvent introduits par d'autres, donc une méthode initiatique. Cela dit, si on a la foi, on ne peut pas apprendre aux autres à avoir la même que nous, c'est un chemin individuel, notre foi est singulière. Tandis que l'exotérisme correspond à des enseignements et des pratiques qui sont ouverts, accessibles et communs à tous. Ça ne demande pas nécessairement d'initiation, on peut l'apprendre tout seul. Par exemple, lire un livre religieux, c'est accessible à tous ceux qui savent lire et on peut l'apprendre à tout le monde de la même manière. Pour imager, on pourrait dire que l'exotérisme, c'est l'apparence sensible d'un tableau, donc accessible à tous, on reconnaît qu'il y a des fleurs, de la dorure, que c'est plutôt sombre, plutôt clair, et l'ésotérisme, c'est l'expérience personnelle que nous avons à la vue de ce tableau, ce qu'il nous fait ressentir, ou encore l'analyse que l'on peut en avoir qui nous est propre. Cette analyse peut découler d'un apprentissage, cela dit, mais elle se pratique, elle n'est pas purement théorique. En bref, l'exotérisme, c'est la pratique extérieure de la spiritualité. C'est les lois à suivre, c'est l'exercice et c'est la règle. L'ésotérisme, c'est lié à l'intériorité. C'est personnel, c'est le principe. Bon, j'espère que mes petits exemples vous ont permis de mieux comprendre la différence entre les deux. J'aurais également aussi aimé vous parler du lien entre la franc-maçonnerie et la Kabbale, qui correspond à une tradition hébraïque, mais je suis en train de me dire que c'est peut-être pas l'objet de cet épisode, donc si jamais vous souhaitez que j'en parle plus tard, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, maintenant que j'ai pris le temps de définir et de contextualiser un peu la franc-maçonnerie et le classicisme européen de manière indépendante, regardons de plus près les liens que nous pouvons faire entre les deux. J'ai envie pour cela de mettre en lumière deux caractéristiques communes entre les arts et la franc-maçonnerie, la symbolique et la politique. Le premier lien à établir concerne donc les éléments symboliques communs que l'on retrouve et dans les arts de cette période et dans la franc-maçonnerie. On note en fait l'importance des mêmes symboles, comme le soleil, la balance, le triangle, etc. Et ça a aussi souvent la même signification. Par exemple, le soleil, dans l'art, il symbolise la puissance, la lumière, la raison.
Et de la même manière, dans la franc-maçonnerie, il représente la lumière, symbole de la connaissance et de la vertu qui dissipe les ténèbres et l'ignorance. On retrouve aussi l'architecture en colonnade qui, dans l'art, représente la stabilité, l'ordre, la continuité en fait avec tout l'héritage classique. Et dans la franc-maçonnerie, ça représente la même chose. Et d'ailleurs, ce type d'architecture est très utilisé chez eux parce que leurs temples sont construits de sorte à ce qu'il y ait toujours 2 colonnes à l'entrée qui font référence aux colonnes du temple de Jérusalem, dont chaque temple maçonnique est en quelque sorte l'émanation. La balance, symbole de justice, d'équilibre et de raison dans l'art, l'est de la même manière en représentant l'équité, la modération et la pesée des âmes dans la franc-maçonnerie. On retrouve aussi le symbole du triangle, alors symbole très important qui dans l'art symbolise la perfection ou la trinité, comme chez les francs-maçons qui ajoutent aussi l'idée que le triangle peut soit pointer vers le haut, donc symbole d'élévation et d'aspiration à atteindre des niveaux supérieurs de la conscience, mais aussi vers le bas, ce qui symbolise la manifestation de l'esprit dans la matière, c'est-à-dire la matérialisation, l'importance de l'action concrète. Chez les maçons, le triangle, c'est aussi le cadre pour l'œil du grand architecte de l'univers. Alors je pense que vous voyez à peu près tout ce symbole, l'œil dans le triangle, on en reparlera un peu plus tard. Ça correspond à un symbole de vigilance divine, de conscience morale et de connaissance omniprésente. Le grand architecte de l'univers, c'est en quelque sorte le dieu des francs-maçons, mais comme je vous l'ai dit, on en reparlera plus tard. Ce triangle-là, pour eux, c'est aussi et surtout un symbole numérologique, parce que le chiffre 3 représenté par les 3 côtés d'un triangle est très important. Il rappelle en fait les étapes progressives du cheminement maçonnique avec les évolutions. On est d'abord apprenti, puis compagnon, puis maître. Ce chiffre-là représente aussi la masculinité, mais nous le verrons dans le second épisode lorsque nous traiterons de Mozart. Et enfin, le dernier signe commun aux arts de cette période et à la franc-maçonnerie, c'est l'ordre et la symétrie, qui représentent l'harmonie, la clarté, la raison. On peut penser au jardin à la française, par exemple, avec leur géométrie rigoureuse. Et chez les maçons, ça représente également l'ordre, et la symétrie renvoie à la géométrie sacrée, qui symbolise la compréhension des lois universelles pour se connecter au divin et donc à l'ordre cosmique. Toute l'importance de la géométrie chez les maçons vient de l'Égypte, qui était à l'époque le foyer principal de l'Orient. L'Orient qui est aussi un concept fondamental pour eux parce qu'il symbolise l'endroit où se lève le soleil. Ce qui n'est pas exact d'ailleurs. Et donc, si le soleil se lève à cet endroit, c'est aussi l'endroit où se lève la lumière et la connaissance. D'ailleurs, l'obédience maçonnique la plus importante en France s'appelle le Grand Orient de France. Alors, vous voyez donc en quoi l'art avec le classicisme européen et la franc-maçonnerie se rejoignent sur la question de la symbolique, qui ne diffère pas vraiment entre les deux. On retrouve simplement l'ajout de certaines idées pour la franc-maçonnerie avec les symboles, mais les significations restent sensiblement les mêmes. Alors, comment ne pas faire le lien entre les deux et qu'est-ce que ça veut dire ? La seconde caractéristique commune, je vous le disais, concerne la politique et le social, avec l'imbrication que l'on retrouve et des arts et de la franc-maçonnerie pendant le siècle des Lumières. Le principal but des Lumières, c'est de sortir de l'obscurantisme par l'éducation. Cette dernière prend toute la place à un tel point qu'on parle même d'éducationnisme, comme pour parler d'une idéologie. L'éducationnisme, c'est un terme qui a été apporté par George Sand, qui correspond à un courant de pensée et de pratique qui considère l'éducation comme le principal levier du développement, de la transformation sociale et du progrès humain. Alors, à quoi renvoie l'idée de l'éducation ? En latin, il y a 2 racines pour ce même terme, educare et educere. Educare, c'est nourrir, élever, et ça met l'accent sur l'idée de prendre soin, de faire grandir physiquement ou moralement. Ça réfère à un développement progressif. Educere, c'est tirer hors d'eux, c'est-à-dire faire émerger des capacités et des connaissances qui seraient latentes chez une personne pour les guider vers l'extérieur. L'enjeu des Lumières, c'est en quelque sorte l'enjeu qu'avait aussi Socrate avec l'idée de faire accoucher des esprits. Il faut que les hommes se rendent compte de ce qui sommeille en eux et est en puissance. Dans Qu'est-ce que les Lumières, Kant résume assez bien la quête de cette période. Il dit « Aie le courage de te servir de ton propre entendement, la paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes restent mineurs et qu'il soit si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. » L'enjeu des Lumières, c'est de devenir responsable de soi, c'est-à-dire d'être majeur chez Kant.
Il faut penser par soi-même et être porteur de sa propre liberté, c'est-à-dire passer de mineur à majeur. Mineur est ici entendu comme dépendant, alors que majeur réfère à l'indépendance et l'autonomie que l'on acquiert en pensant par soi-même. Alors, pour faire le lien avec les francs-maçons, on pourrait d'abord se concentrer sur l'importance du terme lumière en lui-même parce qu'il renvoie à un principe central chez les francs-maçons. Puisque leur idéal joue en effet beaucoup sur cette dualité entre les ténèbres, qui représentent le monde profane, le lieu de l'agitation ou encore de l'ignorance, et les lumières, qui représentent le lieu d'une émergence, de l'éveil, de la connaissance. Les maçons le deviennent d'ailleurs dans le but de sortir de l'ignorance des ténèbres et d'accéder à la connaissance des lumières. Ils se surnomment même fils de la lumière. Alors, il y a beaucoup d'historiens qui s'opposent sur ces questions-là, mais il faut noter que le mouvement intellectuel des Lumières est souvent considéré comme ayant été apporté par la franc-maçonnerie, avec la contribution de certains intellectuels, comme Voltaire par exemple, qui a participé à mettre en avant l'éducation, le progrès, mais aussi l'idée de la République moderne que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, pour rebondir sur la République, la devise française « Liberté, égalité, fraternité » est souvent considérée comme franc-maçonne, car pour rappel, la franc-maçonnerie est calquée sur ses valeurs, la liberté individuelle, l'égalité entre les membres et la fraternité universelle. À l'occasion des Journées du patrimoine, j'ai eu l'occasion de visiter quelques temples francs-maçons au Grand Orient de France, donc qui est la plus grande obédience française, et la devise était de partout. On retrouve donc l'importance d'une république démocratique chez les francs-maçons. L'adoption de cette devise reflèterait en quelque sorte l'influence franc-maçonne à l'époque de la Révolution, notamment initiée par Mirabeau, Danton ou encore Desmoulins. La royauté s'effondre et la République apparaît. Alors de la même façon, si jamais vous avez l'occasion un jour d'aller voir le monument des droits de l'homme à Paris, vous verrez qu'il est recouvert, gravé de nombreux symboles francs-maçons comme l'équerre, le compas, l'œil dans le triangle, ce qui nous amène à faire le lien entre la maçonnerie et l'idéal de l'humanisme apporté par les Lumières que nous connaissons aujourd'hui. Le siècle des Lumières et l'apparition de la franc-maçonnerie en France correspondent plus ou moins à la même période de l'histoire, ont les mêmes valeurs, le même idéal de faire progresser l'humanité, et certains penseurs des Lumières ne cachaient pas leur appartenance à cette organisation qui est un peu pour quelque chose sur beaucoup de sujets progressistes à l'époque. Donc, en plus de retrouver un symbolisme commun avec les arts de cette période qui étaient de vrais piliers pour faire progresser les idées, la franc-maçonnerie partage tout du projet politique de l'époque et y participait activement. Alors, dit comme ça, la franc-maçonnerie ça a l'air génial, un cercle philosophique où on essaye de faire progresser l'idée d'humanité au sein d'une république démocratique qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, mais je tiens à apporter un peu de nuance dans mon discours. Est-ce que la franc-maçonnerie est le bon endroit pour penser, faire de la philosophie par exemple ? Je vous renvoie à un penseur donc agrégé de philosophie mais aussi membre d'une loge qui s'appelle André Benzimra, qui nous explique notamment la différence majeure entre la philosophie et la franc-maçonnerie. Il dit que la philosophie se fonde sur les concepts alors que la démarche initiatique franc-maçonne s'appuie, elle, sur le symbole. En fait, le langage intellectuel diffère. La démarche philosophique mobilise la raison, la recherche de manière scientifique, alors que la franc-maçonnerie et son initiation relève plutôt du cœur, de la praxis, de l'expérience, et ça c'est inaccessible à la théorie. Cependant, c'est pas totalement étranger à la raison sur beaucoup de points. Alors, peut-on vraiment penser en franc-maçonnerie ? Pourquoi être si mystérieux alors que le but est d'élever l'humanité tout entière ? Pourquoi être si opaque sur les pratiques, les rites, etc., si ce n'est qu'une démarche philosophique finalement ? Alors on arrive à la dernière partie de cet épisode et on se demandera pourquoi la franc-maçonnerie et l'influence qu'elle a su exercer sur les Lumières et le classicisme seraient-elles questionnables ? Alors je ne sais pas pour vous, mais ces questions-là m'amènent à vouloir savoir pourquoi les francs-maçons sont si opaques et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement parler d'un cercle philosophique ? Quel est le parti de cette organisation ? Pourquoi l'influence qu'elle a su exercer pendant les Lumières et sur le classicisme est questionnable ? Du coup, j'ai relevé 4 points que j'aimerais questionner avec vous à ce propos. Ce sont des points qui mettent surtout en lumière des questions, des paradoxes. Je n'affirme rien par ces questions, j'ai juste envie de soulever des points qui me questionnent. Alors ce n'est pas nécessairement négatif ou allant à l'encontre de la franc-maçonnerie, mais c'est juste des choses sur lesquelles j'ai envie qu'on puisse réfléchir ensemble aujourd'hui. Alors le premier point, c'est la question de l'homme-dieu. Ce qui est questionnant, c'est le rapport de la franc-maçonnerie à Dieu. Non pas parce qu'elle remet en question le rôle de Dieu et de l'Église, ça s'entend, mais parce qu'elle essaye de substituer à Dieu un autre Dieu finalement, une autre forme de spiritualité.
Pour rappel, les idées des Lumières et de certains francs-maçons tournent autour du progrès et d'évaluer le rôle de Dieu, de l'Église, puisque considérés comme ceux qui auraient tenu en esclavage les hommes en les empêchant de penser. Donc ce qui a pu poser problème en effet dans un contexte où l'Église assuyait les abus de l'État et inversement. Mais il est ici question de religion et pas de foi. Déjà, à mon sens, et avec un regard un peu plus théologique, c'est assez inexact de dire que la religion a, en tant que spiritualité, que foi, emprisonner elle-même les hommes, précisément parce que Dieu aurait créé des hommes libres et donc non assujettis nécessairement aux institutions religieuses qui, elles, pour le coup, sont influençables et parfois captives des pouvoirs politiques. Alors, pour illustrer la liberté dans la religion, on peut prendre l'exemple de l'acte de se repentir. Les hommes qui ont choisi le mal dans un premier temps et qui décident de se repentir seraient toujours les fils de Dieu, précisément parce que Dieu leur aurait permis ce choix initial, donc préférer le mal plutôt que le bien. Ici, on note l'apparition du libre arbitre dans la religion. Le libre arbitre, ce n'est pas une exclusivité du siècle des Lumières, des sciences, avec l'avènement de la raison. Personne ne les a attendus pour penser la notion de liberté. Ce qui a été problématique et qui continue de l'être, c'est l'utilisation de la religion à des fins politiques, qui n'a pas pour fin l'acheminement de l'homme dans sa foi. Moi, la question que ça me pose, c'est pourquoi vouloir remplacer une spiritualité par une autre ? Quelle est la motivation à faire cela si le dogme religieux et sa spiritualité enferment les hommes ? D'autre part, c'est aussi une forme d'affirmation de la supériorité de l'homme sur Dieu. En soi, c'est pas un problème d'être athée pour ceux qui décident de ne pas s'en remettre à Dieu, mais à l'époque, destituer Dieu et les applications pratiques de la croyance, c'est destituer tout un système moral finalement, comme le dirait Nietzsche. Si on destitue un système moral, c'est le chaos, le néant, et donc il faut pouvoir être créateur et proposer un nouveau système moral pour que les individus retrouvent une appartenance qui leur permette de continuer d'exister dans un système. C'est nécessaire de se sentir appartenir, ça fait partie d'ailleurs de la pyramide des besoins que Maslow a théorisé. La question que je me pose du coup, c'est donc quel nouveau système moral est apporté par la franc-maçonnerie ? Si on suit un peu le raisonnement nietzschéen, est-ce que c'est pour rendre leur force, leur volonté, leur puissance aux hommes créateurs que l'on destitue un ancien système moral ? Pourquoi et est-ce qu'il y a des intérêts à le faire ? Pourquoi remplacer une forme de spiritualité qui serait emprisonnante par une autre ? En quoi celle-ci diffère-t-elle de la précédente ? Et quels sont ses principes ? Alors je tiens à préciser cependant qu'il ne serait pas exact de dire que la franc-maçonnerie est anticléricale, du moins ce n'est plus vrai. Beaucoup de maçons sont juifs, chrétiens ou encore musulmans, ce qui peut aussi paraître questionnant parce qu'une partie de la franc-maçonnerie repose sur le principe de la laïcité et coexiste alors des loges qui cultivent un rapport articulé à la transcendance, qui permettent à un croyant monothéiste de trouver sa place, là où d'autres cultivent davantage un affranchissement d'avec Dieu ou ce qui s'y apparente. En fait, la laïcité européenne sur le terrain, elle ne correspond pas seulement à l'acceptation de toutes les religions en un lieu donné, mais plutôt à leur effacement en un lieu donné. Il faut être neutre. Donc pour un croyant et certains maçons, il faudrait croire sans voir. Pour les Lumières et l'autre partie des maçons, il faudrait voir sans croire. Donc comment faire le lien entre les deux ? Comment s'explique cette différence et comment retrouver une cohérence ? Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de vouloir atteindre des niveaux de transcendance avec une spiritualité qui leur est propre, alors même qu'on destitue la spiritualité déjà en place ? N'est-ce pas là l'indicateur de vouloir aller se situer au-dessus de Dieu, donc notion d'homo deus, pour finalement se prendre pour un dieu ? Est-ce paradoxal ? Par ailleurs, les idéaux des Lumières et de certains francs-maçons font aussi barrage à la littérature romantique qui apparaîtra plus tard et qui met en exergue l'importance des sentiments, du cœur, de la psychologie, en bref, de l'indicible au profit de la rationalisation et des sciences. Mais comme on le sait, le monde ne peut pas tourner qu'avec la science, c'est oublier notre particularité d'homme au monde, c'est-à-dire subjectif et contingent. Le deuxième questionnement que j'ai donc concerne l'articulation entre la science, la raison, le progrès, donc cher aux Lumières et aux francs-maçons, alors même que ceux-ci développent une quête initiatique complètement opaque, qu'on ne peut pas démontrer, qui est personnelle, non universelle, etc. Comment est-ce possible d'articuler l'objectivité et la subjectivité chez eux ? Comment vouloir la raison et tout en même temps la spiritualité ? Je ne trouve personnellement pas ça contradictoire du tout, mais comment est-ce qu'on les met en lien ? Est-ce qu'il y a une sorte de mise en évidence des preuves d'un Dieu par la science ? Alors ça peut paraître paradoxal, ça aussi, la volonté d'opacité et de transparence en même temps. Donc toujours à propos des problématiques qu'on peut soulever, il y a un ouvrage très intéressant à lire qui s'intitule « Franc-maçonnerie et cosmopolitisme au siècle des Lumières » par Jean-Yves Beaurepaire, qui dans le second chapitre aborde notamment comment la franc-maçonnerie est articulée autour de réseaux d'intérêts et de stratégies.
Il évoque également les limites, les zones d'ombre et les exclus du cosmopolitisme maçonnique. Alors c'est intéressant parce qu'il éclaire en quelque sorte l'hypocrisie de la franc-maçonnerie dite cosmopolite à l'époque, qui semble en définitive et par-dessus tout chrétienne et européenne. Ici, le cosmopolitisme ne s'opposerait pas au patriotisme, il serait devenu européano-centré, c'est-à-dire qu'il se voudrait initialement ouvert à tous, universel, mais en pratique, cela serait bien différent. À cette époque, en s'opposant aux Britanniques, la franc-maçonnerie française deviendrait en réalité nationale et prendrait un peu moins l'universel, selon cet auteur. Le côté égalitaire disparaîtrait au profit d'une communauté de semblables soudés par des valeurs et des pratiques culturelles ou rituelles. Certains frères auraient même proclamé une stratégie d'exclusion en refusant l'altérité, ce qui nous mène à une lutte contre certaines personnes. Sous l'Empire, le faux cosmopolitisme des Lumières paraît étrange. Les frères doivent être reconnus par le pouvoir qui doute un peu d'eux et pour ce faire, ils utilisent des gestes symboliques très précis pour montrer leur fidélité au régime napoléonien. Le témoignage de la lettre de Walsterdorf de la loge La Réunion des étrangers l'illustre parfaitement. Enfin, un mystère demeure, celui des rituels. Pourquoi vouloir faire progresser l'idée d'humanité, donc de tous les hommes, et se retrouver en cercle restreint, opaque, mystérieux, avec des rites secrets ? Que représentent ces rites ? Parce que quand on les voit sur le papier, en tant que non-initié, cela peut paraître étrange. Donc la franc-maçonnerie, comme on le disait au début, est fortement animée par la dualité entre les lumières et les ténèbres. Pour cela, il faut entendre que la force spirituelle sur Terre, pour les francs-maçons, c'est le démiurge, et que le, entre guillemets, vrai Dieu est nommé le grand architecte de l'univers, et il ne se trouverait pas sur la Terre, mais au-delà. D'où une pratique de l'ésotérisme qui permet d'accéder à des horizons transcendants en sortant de notre condition matérielle. Au cours de l'évolution dans les degrés de la franc-maçonnerie, on fait éprouver aux initiés cette dualité par des rites pour connaître en sa chair les ténèbres et les lumières. Par exemple, lors de la cérémonie d'initiation du premier degré de la franc-maçonnerie, donc pour devenir apprenti, on bande les yeux de la personne pour qu'elle fasse un discours. Le futur apprenti est en fait symboliquement plongé dans les ténèbres. Suite à ce discours, le bandeau est retiré comme pour symboliser la révélation de la connaissance et de la lumière maçonnique. Ce pattern ésotérique symbolise d'ailleurs l'obstruction de la vue sur le plan physique, sensoriel, pour marquer le passage à la vue par l'esprit, la connaissance d'une dimension métaphysique de l'expérience humaine. On retrouve par exemple ça dans le 3e volet de la saga Matrix, où on met en scène le héros qui perd l'usage de ses yeux lors d'un affrontement à l'issue malheureuse, ce qui lui permet alors de lever le voile sur son impossibilité à voir la vérité au-delà des apparences. De la même manière, pour atteindre le 3e degré de la franc-maçonnerie, donc le titre de maître, le frère est appelé à vivre une mort symbolique pour accéder à la pleine lumière. Donc c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. Ce rite fait référence à la légende du maître Hiram, donc figure chrétienne importante de la maçonnerie, qui est assassiné pour ne pas révéler le secret de la construction du temple de Salomon. Alors comment ça se passe ? En fait, le futur maître franc-maçon adopterait le rôle d'Hiram et devrait refuser de révéler le secret. Les autres frères s'adonneraient donc à une série de coups sur Hiram, donc coups qui seraient, selon mes recherches, apparemment symbolisés par des gestes et non effectivement portés. Dans la légende, Hiram est en effet frappé à mort. Le futur maître franc-maçon devrait revivre cela de manière symbolique et finir au sol, recouvert d'un drap. Les autres maçons essaieraient alors de retrouver son corps, comme pour illustrer la recherche de la lumière à travers une exploration spirituelle. Enfin, le candidat serait ressuscité pour représenter sa renaissance et il recevrait le mot, le signe et la poignée, signifiant qu'il serait devenu maître maçon. Alors comme vous avez vu, je parle au conditionnel dans la mesure où je n'ai jamais vu cela de mes yeux et je me base donc sur des recherches sérieuses certes, mais qui ne me prouvent pas la véracité exacte de cela. En bref, l'ensemble de ces pratiques rituelles permettent par la mise en scène l'investissement du franc-maçon dans la poursuite du grand œuvre et donc dans un projet d'élévation, ce qui n'exclut pas cependant qu'une partie de ce corps doctrinal ne vienne abonder dans des usages qui confinent à un affranchissement de la morale au sens commun. En bref, si nous devions illustrer cela, nous pourrions dire qu'en éprouvant les ténèbres en notre chair, on peut finir par y adhérer et oublier l'horizon de transcendance initialement recherché. C'est ce qu'illustre le témoignage d'un ancien franc-maçon du Grand Orient de France, disponible sur Mediapart, et également dans mes sources. Il évoque notamment l'affaire des financements occultes du Parti socialiste dans les années 1980, mais aussi la face invisible de la franc-maçonnerie avec des réunions
où tous les initiés ne seraient pas conviés, réunion appelée les fraternelles, qui regrouperaient principalement des personnes haut placées. Il parle également des ateliers dits supérieurs, qui seraient des repères de corruption, d'influence, et qui se justifieraient par les mythes ancestraux de la franc-maçonnerie. On retrouve beaucoup d'autres témoignages, comme celui de Serge Abbad-Gallardo, qui a écrit un ouvrage intitulé « La conversion d'un franc-maçon », et qui est assez actif sur ces questions-là d'ailleurs. Il soutient en fait l'idée que la franc-maçonnerie serait au service de Lucifer. Alors si on se pose la question des rites, c'est parce que certains seraient liés à Lucifer, c'est-à-dire le diable finalement, dans la religion chrétienne. Alors Abbad-Gallardo s'est converti au christianisme et énonce en quelque sorte l'impossibilité d'adhérer à la franc-maçonnerie en étant croyant, précisément parce qu'elle serait, selon lui, luciférienne. Alors, quel est le rôle de Lucifer chez les maçons ? Lucifer, c'est le porteur de lumière dans la tradition chrétienne, l'ange déchu, parce qu'il se serait opposé à Dieu et aurait fini précipité aux enfers. Une partie de la franc-maçonnerie serait, selon Gallardo, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Dans mes sources, vous retrouverez d'ailleurs un document qui est issu d'une loge franc-maçonne sur toute l'historicité du rôle de Lucifer. Si ça vous intéresse, il y a aussi des interviews de Gallardo et les sources de ses livres. Donc, Lucifer, dans la tradition chrétienne, est directement associé à la figure du diable, c'est ce que nous disions. Et cela peut poser un premier problème, celui de la supériorité de l'homme face à Dieu, intimant à l'homme un sentiment de toute puissance, cultivant le mythe de l'homo deus, donc l'homme-dieu, défiant son créateur et cultivant les conditions de son affranchissement d'avec ce dernier pour vénérer le mal. Je tiens à préciser que j'ai trouvé de nombreuses sources qui témoignent du fait que la franc-maçonnerie, en fonction des loges et des obédiences, ne vénère pas Lucifer, ou alors l'entend simplement comme le porteur de lumière et de connaissance. Alors, je vous invite à la réflexion sur toute l'ambiguïté du symbole de Lucifer, parce qu'on relève en effet une appartenance chrétienne très marquée dans la franc-maçonnerie, et du coup on peut s'imaginer que les membres lucifériens ont parfaitement conscience et connaissance de ce qu'implique la vénération de Lucifer, même en tant que porteur de lumière, parce que c'est aussi le diable. Voilà donc les 4 questions paradoxes qu'on relève à propos de la franc-maçonnerie, pas seulement selon moi, mais aussi selon ceux qui s'y intéressent ou qui en étaient membres. Je tiens à préciser que je n'ai rien affirmé, j'ai juste relevé des questions que beaucoup se posent à propos de la cohérence de la maçonnerie. Et du coup, par rapport à notre sujet, donc l'influence de la franc-maçonnerie sur les arts et les courants artistiques intellectuels de l'époque, qu'est-ce que ça implique selon vous ? Est-ce problématique ? Est-ce paradoxal ? Surtout en vue du fait que notre système actuel est basé, entre autres, sur les valeurs du progressisme apporté par les Lumières. Bon, je tiens encore une fois à nuancer mon propos parce que la franc-maçonnerie est assez criminalisée et elle pâtit de nombreux préjugés, précisément parce qu'il s'agit d'une organisation avec des rites, une pratique de la spiritualité qui lui est propre et un intérêt pour le mysticisme. Il y a énormément de contenu pour comprendre véritablement ce qu'elle est et lui ôter tout le caractère subversif qu'on lui suppose. En fait, il y a une fantasmagorie qui est très développée autour de la franc-maçonnerie en vertu du fait qu'elle est assez opaque, qu'elle n'est pas du tout transparente. Mais la diversité des obédiences et des loges ne peut pas nous permettre de faire l'économie de les dissocier. C'est pour ça que tout au long de ce podcast, je vous invite à aller vous renseigner, voir de vous-même ce qu'il en est, développer votre sens critique et ne pas vous satisfaire des éléments que je pourrais aborder ici. Ce qui est certain, c'est que la discrétion adoptée par la franc-maçonnerie lui confère un aspect assez mystérieux dont on ne peut se départir facilement et on aurait un peu envie d'interroger ses pratiques, ses motivations. Et ce notamment en creusant plus la question de l'art, qui est un pilier de diffusion, des idées assez incroyables. Mais ça sera l'objet donc de la partie 2. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Il nous aura en tout cas permis une première immersion pour comprendre ce qu'est la franc-maçonnerie, le classicisme européen, le lien entre les deux, mais il nous aura aussi permis de soulever des paradoxes et des questions en lien avec tout ça. En tout cas, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour la suite, qui abordera, comme je vous le disais en introduction, la peinture, la littérature et la musique relatives au classicisme européen et en lien avec la franc-maçonnerie. On découvrira notamment comment est-ce que les idéaux francs-maçons ont influencé les arts et par là même la politique, le fondement de la République et notre système actuel. Nous verrons notamment comment Goethe, Voltaire ou encore Mozart ont participé à la démocratisation du savoir par leur appartenance à la franc-maçonnerie. Merci beaucoup pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à nous suivre sur Instagram lucia.podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt.